Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer cette séquence consacrée donc à la suite des années 2000, je voudrais un tout petit peu revenir sur la fin de la précédente conférence. Vous vous rappelez, on avait terminé avec une exposition qui s'appelait Art et télévision numéro 2, enfin la revue à distance, pardon, numéro 2, Art et télévision, œuvres choisies, 1958-2002. Et je n'avais pas précisé, mais je tiens à le redire, il y avait aussi dans cette exposition la première présentation de la Galerie du Cartable. Donc la Galerie du Cartable qu'on a pu réactiver pas plus tard que samedi dernier dans le cadre du WIFRAC, des 40 ans des FRAC. Et on a pu l'activer avec des films qui, pour certains, venaient de notre collection. Je pense notamment au film de Thomas Bayerlé, au film d'Alain Séchasse, et au film de Séverine Hubbard et de Marie Lausier. Donc c'était quelque chose, c'était un moment assez étonnant, et puis finalement c'est un peu raccord avec le déroulé des expositions telles que je le présente devant vous. Lors de cet épisode numéro 4, nous allons continuer à explorer les années 2000, en gros de 2002 à 2006, et l'alternance entre monographies. Donc on va parler ce soir d'Anita Molinero, de Rolf Julius, de Hugues Repp et d'Alain Séchasse, et des expositions thématiques. Donc on va parler de la sculpture figurative, de l'artiste comme éditeur, des relations entre photographie et peinture, toujours en lien avec la collection. On insistera sur certains moments forts de cette période, par exemple en 2003, pour les 20 ans du FRAC Limousin, l'exposition « Une collection de chefs-d'œuvre », entre guillemets, et également celle de l'été 2005, qui s'intitulait « Paysages avec ou sans personnages », et qui est, en tout cas dans mon esprit, une sorte de prélude à la future exposition d'ouverture du nouveau lieu qui s'appellera Paysages recommencés. Du 18 octobre 2002 au 4 janvier 2003 eut lieu l'exposition Anita Molinero Sculpture, une rétrospective de l'œuvre sculptée de l'artiste qui réunissait des œuvres des années 1980 à 2002. Des œuvres anciennes, emprunté autant qu'il en reste, c'est-à-dire très peu, emprunté à des musées comme celui de Poitiers, au CNAP, Centre national des arts plastiques, et à différentes collections publiques, ainsi que les œuvres acquises par le FRAC Limousin en 98, 2000 et 2001. Vous vous rappelez, je les avais déjà montrées. L'artiste, donc né en 1953 à Floirac, vivait à cette époque-là à Bordeaux, enfin quittait Bordeaux pour aller s'installer à Marseille, et maintenant elle vit à Paris. Dans cette exposition, on a présenté donc des œuvres de différentes époques. Celle-ci n'a pas de titre, date de 1995, et fait partie des collections, et vous le voyez, elle est constituée d'un emballage en plastique vert et de plots de ciment qui la maintiennent un petit peu debout. Donc il s'agit vraiment de faire tenir debout quelque chose qui, sans les plots, évidemment, s'écroulerait, et de, non pas recycler, parce que de fait, ici, il n'est absolument pas question de recyclage, mais de remettre un petit peu en place cette forme très simple, comme ça, trouvée, donc une sorte d'emballage en plastique. Le rapport de cet artiste à la sculpture est particulièrement physique. Elle transforme, découpe à la scie sauteuse, c'est le cas ici, brutalise la matière par le feu, par la force, quelquefois par la peinture, pour faire émerger une œuvre chaotique, exubérante et instable, à l'opposé de la sculpture conceptuelle qui délègue la fabrication. À cette occasion, elle réalisa cette œuvre qui n'a, elle non plus, pas de titre en 2002, et qui est constituée de différents matériaux, du bois qui forme cette sorte de structure, cette sorte de grand châssis de format plutôt carré, des bidons de plastique, on en aperçoit un sur la partie gauche de l'image, des palmes qu'on aperçoit qui, à l'avant, en haut à droite, qui pendent un petit peu, du vénilia, donc ce matériau qui lui permet de recouvrir les surfaces et éventuellement les objets, des vêtements à l'intérieur noués aux structures en bois, et un rideau de douche, vous l'apercevez, qui a été perforé, percé, autant que je me souvienne, plutôt de façon chimique. C'est pas le feu qui a attaqué le plastique, mais là c'est plutôt de l'acétone ou quelque chose comme ça.
Donc cette sculpture fut réalisée et présentée lors de cette exposition. Vous reconnaissez l'environnement et les murs en pierre des coopérateurs, et fut donnée par l'artiste pour la collection du FRAC. On la surnomme le radeau un petit peu entre nous, c'est un peu lié à sa forme. Et elle correspond bien à cette période de l'artiste où finalement elle recycle un certain nombre de matériaux, mais commence aussi à les transformer. Elle n'a pas encore vraiment tout à fait travaillé avec son outil favori de la période suivante, à savoir le décapeur thermique pour faire fondre les matières plastiques, mais elle utilise déjà donc ce vénilia qui lui permet de recouvrir les objets et de fabriquer une sorte de peau qui laisse deviner ce qu'il y a à l'intérieur sans qu'on en soit tout à fait sûr. Lors de l'exposition, elle réalisera d'ailleurs un grand mur avec des objets inclus à l'intérieur, entièrement recouverts de cette peau de vénilia. Et puis cette autre pièce, réalisée pour l'occasion, c'est une commande que le FRAC lui avait faite à l'époque, avec donc des matériaux un petit peu étonnants, de la porcelaine, du polystyrène et du bois, qui sont des matériaux tout à fait nouveaux pour elle à cette époque. Elle n'avait jamais travaillé la porcelaine et on lui a proposé de travailler à un projet réalisé aussi avec l'aide du CRAFT, Centre de recherche des arts du feu et de la terre, et en partie aussi grâce au soutien de l'école d'art qui, pendant l'été 2002, avait prêté une partie de ses espaces comme une sorte d'atelier. Donc cette sculpture, qui n'a pas de titre, elle est constituée en fait d'éléments qui à l'origine sont en plastique et qui servent plutôt à faire comment dirais-je, le ménage, la vaisselle, des éléments liés plutôt à la domesticité et qui ont été ici moulés et transmutés en porcelaine. Par exemple, tous les morceaux que vous voyez en premier plan, on les reconnaît assez bien, ce sont des sortes de petits égouttoirs à l'origine, qui ont été donc moulés et puis transférés en porcelaine, donc devenus évidemment réduits dans leur volumétrie, mais aussi devenus un petit peu plus cassants. Et puis on aperçoit d'autres éléments du type éléments de fauteuils en plastique pour enfants, et vous apercevez un peu en éventail, enfin bon. Et puis des éléments qui sont plus mats et qui sont, eux, des emballages en polystyrène. Donc on a vraiment un mélange, bien que ce soit tout à fait organisé, d'éléments brillants en porcelaine et d'éléments mats en polystyrène. Hormis le fait que les deux termes sont assez proches phonétiquement, il y a peu de différence entre porcelaine et polystyrène, enfin il y en a un peu quand même, mais ça sonne un peu pareil. On a vraiment ici une succession de blancs de qualités différentes, et finalement le résultat c'est une forme assez simple comme ça, mais qui fait finalement un peu penser à une sorte de cascade, une matière en tout cas réfléchissante comme ça, voilà. Donc cette œuvre a été réalisée à l'époque. Une deuxième avec le même type de matériaux a été également réalisée et donnée au CRAFT. C'est la façon dont le CRAFT travaille lorsqu'il invite des artistes ou des designers. Et il existe donc une deuxième pièce dans la collection du CRAFT. Et à l'époque, je me rappelle que l'artiste Anita Molinero, finalement relativement moyennement satisfaite de cette sculpture. À l'époque, elle travaillait plus avec donc, les nouvelles expériences avec le décapeur thermique, des nouveaux matériaux, des poubelles, des éléments de chantier, des plots d'autoroute, enfin ce type de choses qu'elle brûlait, qu'elle déformait. Et puis finalement, le temps est passé et on a eu l'occasion de remontrer cette œuvre beaucoup plus tard. Et là, pour le coup, son regard sur cette œuvre avait beaucoup changé et elle en était au contraire très, très contente. Nous avions à l'époque aussi coédité un livre la concernant, une monographie. Et donc un peu plus tard, en 2009, elle participa à la Force de l'Art numéro 2 au Grand Palais, avec une très grande œuvre en plastique fondu suspendu. Et en 2022, l'année dernière, donc, eut lieu une rétrospective au Musée d'Art moderne de Paris, à laquelle d'ailleurs nous avons aussi un peu participé en coproduisant un film la montrant au travail. Après cette exposition solo, donc une exposition thématique intitulée « Qu'est-ce que la photosculpture ?» Point d'interrogation. Donc, posant une question. Là, vous avez effectivement le casting, si j'ose dire,
qui étaient présentés dans cette exposition. Donc vous voyez beaucoup d'hommes, une seule femme, Rachel Whiteread. Et il était surtout question ici d'espaces sculptés, photographiés, voire moulés, et même d'éventuelles lumières moulées. C'était effectivement, vous l'avez compris, ça faisait partie véritablement de l'héritage qui était le mien à cette époque. Je n'étais pas là depuis très très longtemps, et j'avais remarqué que beaucoup d'œuvres dans la collection avaient des liens avec la sculpture et la photographie. Donc il m'intéressait vraiment de faire le point. Donc je ne vais pas toutes vous les présenter, mais quelques-unes simplement. Ici, donc, cette photographie, cette grande photographie de Giuseppe Gabellone, qui n'a pas de titre et qui date de 1997, et qui montre finalement un travail de sculpture qui a été fait dans l'espace public, en Italie, celle-ci, et qui a finalement, une fois qu'elle a été produite en 3 dimensions, été photographiée, et ensuite l'image a bien sûr été détruite. Enfin, la sculpture a été détruite. Il ne reste que cette image comme une trace d'une sculpture qui a existé. Donc on savait déjà que le rôle de la photographie, c'était de garder une trace de personnes ou de situations ou de lieux qui ont pu exister. Et là, pour le coup, c'est une sculpture qui finalement devient entre guillemets éphémère, même s'il a fallu beaucoup de temps, on imagine, pour la réaliser, et qui finalement n'est plus qu'un souvenir. On retiendra par exemple le fait qu'un artiste très connu aujourd'hui, un artiste allemand qui s'appelle Thomas Demand, fait un petit peu ce type d'œuvre, c'est-à-dire il réalise des sculptures. Lui, en général, elles sont en papier et elles ont plus la taille de maquettes, mais finalement, les objets sont détruits, ne restent que les images. Donc c'est un peu le principe que Gabellone avait adopté à cette époque. Et puis ici, une œuvre beaucoup plus ancienne encore d'Étienne Bossu, qui est dans la collection depuis très longtemps et qui s'appelle 9 empreintes de pas, où l'artiste a fait un peu un écart par rapport à sa production habituelle. D'habitude, il moule des objets et il les reproduit en résine, il tire ses moulages en résine. Et ici, finalement, il a voulu matérialiser le faisceau de lumière de 3 lampes. Donc il a fait un moule à partir d'un cône en terre. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais on voit très bien en fait l'ancienne trace de ses doigts qui ont fabriqué ce cône de lumière en terre, pour ensuite donc le mouler et l'attirer 3 fois. Donc un peu comme on fait des photographies, bien sûr. Avec un négatif, on peut tirer plusieurs fois une image. Avec un négatif de sculpture, on peut aussi tirer plusieurs fois des positifs. Vous apercevez sans doute à la base de chacun de ces cônes une légère ombre portée. En réalité, la sculpture, le cône de lumière ne repose pas sur sa base, mais sur des empreintes de pas. C'est-à-dire que sous chaque cône, il y a 3 empreintes de pas, donc un peu en relief du coup dans la terre, qui font que les cônes de lumière sont légèrement surélevés par rapport au sol. Donc ces sculptures, en plus d'être évidemment des sortes de photographies en 3 dimensions d'objets et de cônes de lumière, font évidemment un peu penser au langage simplificateur de la bande dessinée ou du dessin animé. Chose que l'artiste revendique volontiers. Et puis cette œuvre de Rachel Whiteread, donc artiste anglaise née en 1963 et qui s'appelle Wax Floor, donc un sol en cire, qui date de 1992. Et comme son titre l'indique, il s'agit du moulage en 3 dimensions d'une surface, d'un sol, là précisément sans doute d'un couloir, qui a été moulé. Donc la sculpture en elle-même, vous le voyez, c'est de la cire, mais aussi du polystyrène pour des questions véritablement techniques. À l'intérieur de ces blocs de cire, il y a des pains de polystyrène qui rendent la chose un petit peu plus facile à transporter. Évidemment, ce n'est pas que d'un seul morceau, c'est en plusieurs morceaux. Ça fait quand même 4,65 m de long. Donc ici, cette première exposition, qu'est-ce que la photosculpture, voulait un peu examiner les liens entre photographie et sculpture autour de l'espace et des objets. Il y aura un 2e épisode un peu plus tard, mais entre les deux, une monographie consacrée à Rolf Julius, disent les Allemands, a eu lieu du 11 avril au 21 juin 2003. Et cette monographie s'intitulait « Musique pour les yeux ». Dans cette exposition était présenté un ensemble de 36 œuvres, soit le record absolu d'œuvres montrées par cet artiste aux coopérateurs.
Et parmi ces œuvres, on trouvait des œuvres très très diverses, dont des photographies, on va en voir tout à l'heure, mais aussi des œuvres sonores. Rolf Julius donc, est né en 1939 et décédé en 2011, et qu'il a étudié l'art entre 61 et 69 dans les universités de Brême et de Berlin. Depuis les années 70, il s'intéressait à la musique pour soutenir la perception des objets visuels. À la fin des années 70, il commence à utiliser des sons et des bruits pour son travail et à enregistrer ses propres compositions sonores. Il acquiert une reconnaissance nationale puis internationale en tant que pionnier dans le domaine de l'art sonore. En 83-84, il passera 1 an à New York grâce à une bourse du MoMA PS1, puis en 86 à Berlin grâce à une bourse du Sénat, puis en 91 à Tokyo grâce à une bourse de la Fondation du Japon. Les compositions sonores de Julius se caractérisent par leur minimalisme acoustique. Il utilise un équipement standard pour enregistrer et reproduire des sons de tous les jours qu'il place dans des contextes inhabituels. J'ai eu le plaisir de faire en 1989 sa première exposition en France. À l'époque, j'étais à Rennes et l'exposition s'appelait Musique jaune. Ça se passait à la Criée. Et en 2004, il a reçu le prix en Allemagne, le prix de l'art sonore, et en 2005, le prix Anna Heur pour l'ensemble de son œuvre. Donc voici quelques œuvres de Julius. Donc ici, un ensemble de 3 photographies de la fin des années 70, 79-80, qui s'appelle Body Horizon. Et ce sont en fait des photographies en gros plan d'une partie de son avant-bras. En fait, la partie sombre, c'est son avant-bras, et il y a juste quelques petits poils de rien du tout qui émergent de son avant-bras, et puis le ciel qui est derrière. Donc une vue rapprochée, on va dire, qui est assez caractéristique de son travail. Ici, une œuvre vraiment majeure qui date de 1987 et qui s'intitule H, donc cendre, et qui est constituée de 4 pots de fleurs, et chaque pot de fleurs est équipé d'un haut-parleur du bon diamètre, et chaque haut-parleur est recouvert de cendre. Une cendre un petit peu rouge comme ça. Et il y a évidemment une bande-son, vous apercevez à l'arrière un fil qui alimente les haut-parleurs, et une bande-son qui fait que à certaines fréquences, le haut-parleur vibre un peu plus et la cendre décolle et fabrique une sorte de petit nuage comme ça, très discret. Hein, c'est jamais très fort, et c'est tout à fait étonnant. Donc une sorte de micro-paysage quadriphonique. Ici, donc, un d'une série de 7 dessins qui datent donc de la fin des années 90, qui ont été réalisés lors d'un voyage au Brésil. Donc, c'est des dessins à l'encre sur papier très simples, comme ça, à la plume, et qui laissent là aussi présager une vibration et un éclat sonore. Et ensuite, ici, un détail du wall drawing, donc dessin mural, qui date de 2003. Donc, on voit un des 2 tweeters. L'autre est à peu près à 90 cm, qui sont installés à, en gros, 1,70 m du sol, donc on va dire hauteur du regard ou légèrement dominant, et qui, là aussi, diffusent une bande sonore très réduite, qui est tout en subtilité. Donc là, on a évidemment la matière sonore, on a l'élément de diffusion, mais on a bien sûr l'ombre portée de tout cela sur le mur qui fabrique le dessin. C'est l'ombre portée qui fabrique le dessin. Et donc ensuite, c'est l'exposition des 20 ans du FRAC au Coopérateur. Il y en a eu d'autres. J'ai oublié de dire, je fais juste une petite incise, qu'en même temps que ce programme au Coopérateur, beaucoup d'expositions furent présentées à l'extérieur, à Brive, à Tulle, à la Souterraine, enfin, etc. Et que j'ai choisi de ne pas en parler parce que ce serait trop long. Il faudrait consacrer beaucoup d'autres séances à tout cela. Donc, je vais plus vite. Donc ici, une exposition anniversaire qui s'intitulait donc une collection de chefs-d'œuvre entre
guillemets, et il y avait donc ce sous-titre emprunt, pastiche, copie, citation et interprétation. Autant dire que c'était une exposition un petit peu au second degré, voire même au troisième degré, puisque l'intégralité des œuvres montrées faisait référence à d'autres œuvres plus anciennes. Et donc l'exposition finalement prenait un petit peu l'air d'une sorte de musée, hein, où finalement on pouvait avoir, on avait une salle Mondrian, on avait une salle sur le monochrome, on avait une salle qui rendait plutôt hommage à Magritte, enfin etc. Et effectivement, cette exposition était une exposition anniversaire, mais voulait aussi un petit peu faire écho à des notions apparues dans l'art, et essentiellement dans l'art américain à la fin des années 70 et durant les années 80, qu'on a appelé l'appropriationnisme, à savoir tout ce mouvement dit de la Pictures Generation, donc des artistes qui finalement repartaient d'images préexistantes, hein, d'images d'art ou pas d'art, mais déjà existantes. Donc dans cette exposition, on trouvait donc des affiches de Klaus Steck, dont on avait parlé la dernière fois. On trouvait également donc la Galerie du Cartable, donc on en reparle à nouveau, puisque effectivement, lors de la soirée d'ouverture, le 4 juillet 2003, les membres de la Galerie du Cartable tournèrent le dernier épisode de ce film, Tous les chemins passent par Othon, qu'ils ont donc terminé en 2004. C'est un diptyque vidéo, et la partie gauche ici a été tournée dans les coopérateurs lors de cette exposition. Je vais rappeler un peu le principe. On les voit ici habillés un peu à l'antique, qui déclament des vers de Corneille, en reprenant donc le système qui avait été mis en place avant eux par Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. On va en reparler. Ce diptyque est très important. Vous voyez, il est daté 2000-2004 parce qu'en réalité, il reprend, c'est un film synthèse des traversées audiovisuelles, c'est-à-dire tous les tournages que cette Galerie du Cartable a pu faire dans différents contextes lors des 3 années précédentes. 2004, c'est le temps qu'il fasse le montage, on va dire. C'est un projet tout à fait singulier, puisque j'imagine que pour certains d'entre vous, vous connaissez donc le travail de Straub et Huillet, qui en 69 réalisèrent ce fameux film qui s'appelle Othon, et qui donc était une reprise de la pièce de Corneille, filmée dans un amphithéâtre à Rome, en costume d'époque, avec un fond sonore tout à fait étonnant, à savoir la circulation automobile de la ville de Rome à cette époque. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez troublant, assez difficile. On n'est pas du tout habitué à ce que le cinéma nous montre des choses comme ça. Et c'était véritablement pour eux un acte assez radical de vouloir remettre un peu les choses, j'allais dire, à leur place. Et donc ces jeunes artistes de la Galerie du Cartable ont décidé de rendre hommage à ce cinéma un peu radical et de le détourner un petit peu. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur film « Tous les chemins passent par Othon », donc non pas par Rome mais par Othon, et que finalement le sous-titre « Film synthèse des traversées audiovisuelles », on en a parlé, mais il précise aussi « Réintroduction d'un film de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet dans des ambiances du quotidien ». Donc ils sont allés tourner dans différents endroits. Ils nous ont raconté l'autre jour notamment l'épisode de tournage à Argenton-Magus, donc Argenton-sur-Creuse en fait, sur les ruines aussi, dans des ruines romaines. Mais là donc ils sont venus tourner le dernier épisode lors de la soirée d'inauguration. Étaient présentées également dans cette exposition des œuvres empruntées à l'époque à André Raffray, mais qui vont rejoindre notre collection, donc ce fameux Luxe d'Henri Matisse, où donc Raffray avait détourné lui aussi une équipe de télévision qui venait faire un sujet sur lui, une équipe de télévision allemande, donc un documentaire un petit peu genre Arte, quoi, si vous voulez. Et il avait demandé au caméraman de tourner sa caméra de 45 degrés pour filmer le paysage à la verticale et pour pouvoir ensuite y incruster les 3 figures des baigneuses qu'on voit en premier plan. Donc la séquence vidéo reprend exactement les dimensions du tableau d'origine de Matisse, 2,10 m par 1,38 m. Et finalement, ce qui se passe, c'est que les personnages scintillent un peu au premier plan et c'est le paysage qui bouge. Donc, à un moment donné, il y a un bateau qui passe, à un autre moment, il y a un oiseau de mer, enfin, voilà. Et puis, on présentait aussi, et à l'époque, cette œuvre n'était pas non plus encore dans les collections, mais on l'a acquise peu de temps après, une des 2 photographies faites par cet artiste pendant sa carrière, à savoir selon un principe assez proche.
Il a retrouvé l'endroit le plus précis possible qui sert de fond à ce tableau de Renoir, en a fait une photo, l'a tiré au format du tableau d'origine de Renoir pour repeindre sur la photographie à la gouache le jeune garçon en costume marin. Et puis était présentée également dans cette exposition cette œuvre de Bastien Nadder, donc un artiste un peu mythique déjà à cette époque, qui est un ensemble de 4 photographies qui s'appelle On the Road to a New Neoplasticism, donc sur la route d'un nouveau néoplasticisme, 1971, où l'artiste fait une sorte de performance photographiée, j'allais dire filmée. C'est presque un film en 4 étapes. Et vous voyez que finalement, si on suit le sens de lecture, c'est-à-dire en haut à gauche, puis en haut à droite, puis en bas à gauche, puis en bas à droite, on a l'impression que c'est la même position qu'il prend sur le sol, un peu en silhouette comme ça, et que peu à peu, des éléments s'ajoutent. Donc d'abord un fond bleu, puis sur le fond bleu, un élément jaune, puis un autre élément rouge. Et puis en même temps, il suffit de prendre le processus à l'envers, de se dire qu'il a commencé par faire la photo, la 4e, puis enlever un des éléments pour obtenir la 3e, puis enlever le bidon pour obtenir la seconde, et enlever la couverture pour obtenir le premier. Donc c'est à la fois bien sûr un hommage à l'inventeur du néoplasticisme, Piet Mondrian, qui pour un artiste hollandais reste finalement quelque chose d'un peu indépassable. On aperçoit dans le fond de l'image un élément qui renvoie précisément aussi à un tableau de Mondrian, une sorte de tour moulin qu'on aperçoit tout au fond là. Mais on a véritablement aussi la mise en scène un petit peu ridicule, un petit peu burlesque, un petit peu ratée peut-être, un petit peu ce qui a sans doute caractérisé le plus le travail de Bastien Nadder, c'est la mise en valeur de l'échec et de la chute. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez emblématique de son travail. Donc c'est un artiste très, très important et devenu mythique parce que finalement, il a fait très peu d'œuvres puisqu'il est mort très, très jeune et de manière un petit peu mystérieuse sur un petit bateau en voulant traverser l'Atlantique. Et dans cette même exposition, il y avait aussi donc une série de 34 images, de 34 photographies de Jonathan Monk, donc un artiste anglais qui vit aujourd'hui à Berlin et qui reprenait en le retournant, si j'ose dire, c'est pas du détournement, c'est presque du retournement, un livre mythique de Ed Ruscha qui est consacré à tous les immeubles sur un boulevard de Los Angeles, sur le Sunset Strip. Ed Ruscha est considéré comme l'inventeur du livre d'artiste, dans sa définition courante, enfin, et effectivement, donc, il a enregistré par la photographie des déplacements. Donc, parmi ses livres, il y a toutes les stations-service rencontrées sur l'autoroute pour aller de sa ville natale jusqu'à Los Angeles, etc. Et puis là, il a eu l'idée de faire une série de photographies pour enregistrer tous les immeubles qui sont dans ce fameux boulevard de Los Angeles. Et Jonathan Monk, beaucoup plus jeune artiste, né en 69, Monk a imaginé de faire presque l'inverse, c'est-à-dire finalement de circuler dans ce boulevard et de ne photographier que les intersections, c'est-à-dire les moments où il n'y a pas d'immeuble, les percées dans le paysage. Donc c'est une très longue série de photographies et c'est vraiment un contre-pied par rapport à cette œuvre un petit peu mythique. C'est vraiment l'habitude de Jonathan Monk de se moquer, de singer un petit peu l'art de ses aînés, l'art conceptuel de ses aînés. Une autre œuvre dont je vous montre juste l'amorce aussi, tout en sachant que ces œuvres, vous les verrez dans le futur lieu du FRAC Artothèque, c'est une œuvre de Lefebvre Jean-Claude, qui est aussi un artiste plutôt conceptuel, qui est né en 1946, qui était très ami avec Claude Ruteau, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et qui donc ici fait ce qu'il appelle une suite documentaire d'après le parcours d'un autre artiste, André Cadéré, que Cadéré avait fait en 1974. Là, c'est la première séquence, c'est un phototexte, où finalement on a exactement le parcours de cet artiste, le parcours que Cadéré avait fait dans la rue le 25 juin 1974, et le parcours est précis, on sait exactement où il se déplace, etc. Et même il est précisé à la fin que les rues étaient utilisées du côté impair. Donc finalement, Lefebvre Jean-Claude, qui est une sorte d'artiste documentariste, a décidé de refaire le même parcours en refotographiant à chaque fois selon cet itinéraire minuté. Donc c'est à la fin une série de 20 images.
Et puis dans cette même exposition, il y avait cette œuvre étonnante aussi d'un groupe d'artistes canadiens, General ID, donc pour le dire en français, on dirait cliché, ou voilà, qui s'appelle Leather and Denim Copyright No. 5, qui date de 1987. Et donc c'est un tableau en toile de jean sur lequel ont été cousus des éléments en cuir qui reprennent le sigle, le logo du copyright. Ce groupe d'artistes a été lui aussi d'une grande importance pour pointer finalement la manière dont les musées et l'institution d'une manière générale instrumentalisent les artistes et la manière dont finalement les artistes se retrouvent finalement comme producteurs de produits dérivés, des catalogues, des foulards, des objets, que sais-je, enfin je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors juste pour vous préciser, General ID, c'est un groupe qui a été créé en 1969, qui était composé de 3 artistes. A.A. Bronson, né en 1946, qui est toujours vivant. Félix Parts, qui était lui né en 1945 et qui est mort du sida en 1994. Et Jorge Zontal, qui lui était né en 1944 et mort aussi en 1994 et aussi du sida. Donc c'est vraiment des artistes extrêmement importants, canadien, et donc portant un regard aussi un petit peu peut-être de cousin américain, on va dire, sur un système de l'art qui est devenu dans les années 80 un système où l'argent a pris de plus en plus d'importance. Donc leur intention, c'était d'essayer de critiquer tout ça avec les moyens presque du système. Donc là, on voit bien que finalement, un tableau serait plus qu'un pantalon ou l'équivalent d'un pantalon, donc changerait très vite dans les vitrines, enfin une mode en chassant l'autre, etc. Il y a vraiment une critique acerbe du fonctionnement même de l'art. Et puis dans cette même exposition, il y avait aussi un artiste français, Philippe Maillot, né en 1961, avec ce tableau qui s'appelle La Succulente et qui finalement lui reprend un petit peu le chemin du surréalisme et de la peinture de Magritte notamment, pour proposer ce type de peinture où il y a donc de l'acrylique mais un traitement de la profondeur et de la surface qui cohabitent à partir d'une sorte de planche anatomique où une langue est coupée comme ça. Il propose quelque chose d'assez étonnant. Et il y avait aussi cette œuvre, toujours du même artiste, Philippe Maillot, Camelot Monsters, qui est une sculpture et qui était la première œuvre d'une série qui devait en compter 10. Et finalement, il s'est arrêté à une. Donc c'est la seule qui existe. C'est un projet de sculpture fait à partir de collages d'objets. Vous reconnaissez la figure en bas du Playmobil. Donc vous imaginez qu'au départ, il y a un vrai Playmobil et puis cette espèce d'insecte comme ça qui est collé, assemblé au Playmobil. Et tout ça a été agrandi jusqu'à ce que, effectivement, vous voyez, ça fait quand même 2,60 m de haut. Ça a été fait en résine peinte et les fibres naturelles, c'est les antennes de l'insecte. Je précise que dans la tête du Playmobil, il y a des peluches qui sont en train de s'accoupler ou dormir. Donc c'est quelque chose d'un petit peu monstrueux et d'un peu étrange comme ça, et c'était présenté aussi donc dans cette exposition. Ensuite, donc après cette exposition anniversaire, du 31 octobre 2003 au 17 janvier 2004, le second volet de l'exposition sur les relations entre la photographie et la sculpture, qui celui-ci était sous-titré « Gestes, poses, attitudes », à savoir plutôt une réflexion sur le corps photographié depuis la performance jusqu'à l'image publicitaire. Donc il y avait des choses très diverses dans cette exposition, des œuvres très diverses, notamment, vous le voyez, Pistoletto, avec des tableaux miroirs qui étaient prêtés par le musée de Rochechouart. Je repense par exemple à Natacha Le Sueur, une œuvre qui était prêtée par le FRAC Poitou-Charentes. Et puis des œuvres de nos collections. Cet épisode, comme le premier d'ailleurs, était accompagné d'une conférence qui eut lieu dans cette salle le jeudi 4 décembre 2003. Une conférence de Pascal Boss, un grand spécialiste de la photographie et qui, à l'époque, faisait partie du comité technique. Parmi les œuvres présentées, il y avait celle-ci de Pierre Sabatier qui s'intitule C et A et qui date de 1996, qui est un photogramme en 6 parties où l'artiste donc a photogrammé, a posé sur sa chambre une partie d'affiches publicitaires et des lampes. Le photogramme, le principe, c'est une photographie sans appareil photo, c'est un contact direct avec le papier photosensible. Et donc il a souligné ou mis en relief certaines parties grâce à la lumière et il a donc fait ce tirage unique
en 6 éléments qui reprend finalement une partie d'un grand panneau publicitaire qui finalement, sans son intervention, aurait complètement disparu de nos mémoires. Il faut bien l'avouer, hein. Ça, c'est des choses qui ne sont pas amenées à durer. Normalement, ça dure une semaine ou deux, et puis après, on passe à autre chose. Donc, une manière de figer comme ça quelque chose qui dure pas très, très longtemps. Donc, c'est un artiste qui a longtemps travaillé exclusivement de cette manière, avec le photogramme. Et puis maintenant, les papiers photosensibles sont plus fabriqués, c'est compliqué. Donc, finalement, il a réussi à faire évoluer son travail. Et maintenant, il utilise exclusivement le scanner. Donc, il scanne des images et des objets. Ici, une autre œuvre présentée dans cette exposition de Christoph Rüttimann, un artiste suisse né en 1955, qui fait de la sculpture, de la musique et aussi des performances. Donc ça, c'est une photographie d'une performance réalisée dans un supermarché, avec la complicité du supermarché, bien sûr, en Suisse, en 1985, et qui s'intitule « The Great Sleep », donc le grand sommeil. Donc, en fait, l'artiste a aménagé avec les éléments du supermarché, les boîtes de conserve, de lessive, de haricots verts, de que sais-je, une sorte d'environnement pour pouvoir s'y installer et faire la sieste. Donc, une sorte de performance revisitée par la publicité, repositionnée un peu différemment. Et puis le fameux Nu au Nutella, donc une œuvre de 1996 de Véronique Boudier, donc une artiste qui est née en 1961 et qui a fait beaucoup de choses diverses et variées, de la sculpture, des films. On a aussi un film d'elle dans la collection. Et ça, c'est une œuvre qui est très marquante de cette période de cet artiste. Donc finalement, elle reprend un petit peu et les codes publicitaires et les codes de la peinture pour faire finalement quelque chose d'un petit peu difficile à regarder, assez sulfureux, qui nous met tous un peu mal à l'aise, c'est vrai. Même 20 ans après, ça reste difficile à voir. Et c'est véritablement un travail très marquant, là aussi, sur la manière dont des artistes ont pu essayer de prolonger l'énergie de la performance à une époque où finalement l'image publicitaire avait pris de plus en plus d'importance. Et puis, toujours dans cette même exposition, et pour terminer avec cette séquence, une des deux photos que nous possédons d'Ugo Rondinone, donc un artiste d'origine suisse né en 1963 et qui vit maintenant plutôt à New York depuis déjà pas mal d'années, et qui s'appelle I Don't Live Here Anymore. Et donc c'est un travail où l'artiste utilise Photoshop et les moyens de trucage numérique de l'image pour s'inclure dans une image publicitaire. En fait, le visage a été inclus par l'artiste lui-même dans cette image. Donc il a décliné à cette époque-là un certain nombre de pièces sur le même principe et qui ressortent d'ailleurs régulièrement. J'ai encore vu récemment une annonce de ces galeries qui montrait ces œuvres qui continuent à exister. Alors que là, c'est un tirage unique. Après cette exposition, une autre exposition thématique eut lieu entre le 30 janvier et le 27 mars, donc ne respectant pas l'alternance que j'avais énoncée la fois précédente entre exposition thématique et exposition monographique. Donc une exposition consacrée un petit peu à la narration, aux différentes manières de raconter des histoires, et qui s'appelait Un conte d'hiver. Donc elle rassemblait des œuvres qui, pour certaines, étaient historiques, enfin, d'artistes appartenant déjà un peu à l'histoire, de ce qu'on appelait dans les années 70 le narrative art, donc l'art narratif, par exemple des photos de texte de Jean Le Gac ou de Sophie Calle. Et puis il y avait aussi des œuvres vidéo, ainsi que des dessins animés, je pense notamment à Alain Séchasse. Et puis il y avait donc pour la première fois présenté cette grande sculpture d'Alain Séchasse qui s'appelle Le David. Séchasse est un artiste né en 1955 et qui s'est fait remarquer et connaître pour cette figure du chat qu'il a déclinée sous de multiples formes à cette époque-là. Et donc là, ça faisait partie à l'époque des œuvres presque les plus monumentales qu'il ait pu réaliser. Donc vous voyez, une structure en bois et en métal et un habillage en résine
polyester et recouvert d'acrylique. Donc c'est vraiment une manière de revisiter l'histoire de David et Goliath avec finalement quelque chose qui fait aussi beaucoup penser à la bande dessinée et à un langage un petit peu simplifié. L'évolution de cet artiste sera aussi assez intéressante puisqu'il fera aussi beaucoup d'œuvres dans l'espace public à cette période-là. Et finalement, ensuite, son œuvre évoluera, mais on en reparlera tout à l'heure, puisqu'il aura une exposition solo un peu plus tard, en 2006, au FRAC. Et puis, cette œuvre aussi, qui était rentrée peu de temps avant dans les collections, était présentée pour la première fois, donc celle de Karl Emanuel Wolf, dont vous avez ici un détail, et qui, elle aussi, revisite une histoire ancienne, donc celle de Blanche-Neige et des Sept Nains, Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Et donc, c'est une installation. Donc ça, c'est un mot que j'ai assez peu utilisé jusqu'ici, puisqu'en réalité, dans les collections, il y a assez peu d'installations, à savoir donc des œuvres environnementales, on dira, qui se déploient dans un espace et qui peuvent avoir des dimensions diverses et variées. Donc ici, c'est une vue qui avait été faite lors de sa dernière présentation au château de Laborie. Certains parmi vous, ou certaines parmi vous, s'en rappellent certainement. L'histoire de cette œuvre est assez étonnante puisque c'est avec cette œuvre que l'artiste a représenté son pays à la Biennale de Sao Paulo en 1996. Et à l'origine, cette œuvre a été créée pour être présentée dans un magasin de robes de mariée. Donc on ne voit qu'une partie de l'installation. Il faut imaginer les autres nains qui sont tous différents. On a l'impression que ce sont finalement 7 sculpteurs différents qui ont fabriqué cette œuvre. Et Blanche-Neige, elle, est traitée de façon hyper réaliste dans une sorte de cercueil en verre. Et elle est nue, mais sous un voile un peu transparent, un peu type voile de mariée. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez troublant. Et certaines sont animées. Vous voyez en premier plan ici à gauche, celle-ci est une sorte de sculpture fontaine. Il y a un petit système un peu genre aquarium, comme ça, qui fait qu'il y a sans arrêt du liquide qui coule dans la tête entonnoir du nain. Ailleurs, il y en a une autre qui fume un cigare avec une résistance électrique. Enfin, c'est presque un petit peu vivant, un peu comme une crèche. Comme c'est bientôt Noël, ça a un peu des airs de crèche. Et ensuite, au printemps suivant, du 9 avril au 19 juin 2004, a eu lieu l'exposition personnelle consacrée à Philippe Durand, donc une exposition qui s'est intitulée « Professionnel du tourisme ». C'est un artiste qui utilise plutôt la photographie, mais qui essaie d'ouvrir le médium à d'autres disciplines et qui fréquente beaucoup des salons justement du tourisme à l'époque. Et donc c'est un artiste dont on avait présenté beaucoup d'œuvres différentes. Il est né en 1963 près de Clermont-Ferrand et il a étudié à Lyon et il est actuellement professeur toujours à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Et il est effectivement autant photographe que sculpteur. Il a toujours essayé de décloisonner, c'est le mot que je cherchais, le médium de la photographie. Donc plusieurs œuvres de grand format ont intégré nos collections à ce moment-là, dont celle-ci, Ruisseau gonflable 1, qui date de 2000. C'est une impression numérique sur vinyle et une soufflerie. Donc c'est vraiment un matelas d'air qui supporte une image de torrent, qui plus est une image lenticulaire, donc à savoir que les reflets sont un petit peu amplifiés par cette méthode de photographie. Et puis, il y a aussi cette œuvre qui a intégré nos collections, donc une installation, si l'on veut, donc en 3 éléments. Donc, une grande photographie à l'arrière-plan, qu'il avait réalisée dans une ville nouvelle près de Barcelone, lors d'un échange avec, je crois, la région Rhône-Alpes. Une ville nouvelle où on a créé un jardin et où finalement les gens viennent se reposer un petit peu comme dans un tableau de Poussin. Ça ressemble à un tableau de Poussin, sauf que c'est en 96. En contrepoint, en avant-plan un petit peu de cette grande photographie tirée sur tissu et qui donne un petit peu une sensation d'échelle peut-être, sur un plateau en bois, 3 pattes de verre qui reprennent la forme de containers de tri pour le verre, pour le papier, les cartons. Et puis à l'avant, déroulé comme un film, sous le titre Parc, une série de photographies prises dans le même endroit, dans le même environnement, à la recherche de la bonne image en quelque sorte. Donc on est entre le film, la sculpture et la photographie dans un espace un petit peu comme ça, dans une photographie un peu spatialisée, si j'ose dire.
Et puis ici, cette œuvre qui s'intitule Porte dorée, qui date de 1999, qui nous avait été donnée par l'artiste à l'époque et qui donc est une impression numérique sur moquette, donc une photographie en plongée de la station de métro que vous connaissez toutes et tous et qui donc là est résolue sur un grand format de moquette, 4,5 m par 2,68 m, c'est vraiment un maxi format. Et on a vraiment cette sensation d'aller vers le bas. Et enfin, cette très grande installation aussi, qui s'intitule Promenade des Anglais, qu'il avait faite peu de temps avant l'exposition, en 2000, et qui, elle, est une projection vidéo sonore sur une impression numérique sur toile. Donc vous avez une première photographie qui est tirée au grand format, là, 2,50 m de haut, 3,73 m de large, sur toile. Et par-dessus, et là vous voyez un peu les images qui sont en arrière-plan, vous avez des images en mouvement qui viennent de temps à autre et temporairement se superposer sur celle-ci. Donc toutes les personnes sont là, sont de dos et regardent l'horizon, et régulièrement, un petit peu comme une sorte de boîte à musique ou boîte à images, il y a une séquence de 2 minutes 30 qui intervient sur cette image. Une image en mouvement sur une image fixe, si l'on veut. Ensuite, durant l'été, une exposition thématique, mais surtout collective, qui s'intitulait Piège de l'amour et qui réunissait plusieurs artistes de nos collections. Et c'était la reprise en fait d'une exposition conçue par l'un d'eux, Stephen Marsden, dans un lieu dans le sud-est, à Sigean précisément, au lac, à l'automne 2002. Donc une exposition où il avait souhaité réunir d'autres artistes avec lesquels il avait des affinités et qui étaient des artistes qu'on avait tous en collection. Donc je les avais réinvités à venir présenter des œuvres nouvelles pour la plupart. Lors de cet été, il y avait donc par exemple cette grande sculpture de Stephen Marsden de 98, donc à savoir un agrandissement en béton d'un jouet, là aussi, un peu comme chez Maillot, hein, mais là c'était pas en résine, mais c'est en béton. Donc inutile de vous dire que c'est extrêmement lourd, et voilà. Et l'agrandissement révèle des choses que évidemment on voit pas, donc du coup c'est assez étonnant. Cette autre œuvre de lui également, où à partir d'un jouet, là encore moulé à l'échelle 1, cette fois en résine, il le réplique plusieurs fois et l'assemble de manière à fabriquer quelque chose qu'il appelle Spore. Et puis surtout, cet ensemble qui a 2 dates, vous le voyez, 1993-2003, et qu'il appelle Bibliouti, et qui finalement se trouvait chez lui dans sa salle de bain. Donc à savoir une sorte de réserve de projets, de maquettes, d'objets. Il y en a à peu près 150 et qui sera présenté là pour la première fois. Donc c'est simplement comme une sorte de vitrine, comme ça, sur des étagères, bien rangées, et derrière une plaque de verre. Et ce sont finalement des projets de sculpture, des idées de sculpture, dont certains seront évidemment réalisés, agrandis. Ensuite, une exposition qui s'appelait L'artiste éditeur et qui s'intéressait donc à la manière dont les artistes ont pu prendre ou prennent en charge eux-mêmes la diffusion de leur travail en s'auto-éditant. Donc il y avait évidemment dans cette exposition beaucoup de livres auto-édités, quelques objets, des revues et des multiples de toutes sortes. Beaucoup d'œuvres de nos collections, mais aussi des œuvres empruntées, notamment justement des livres d'Ed Roucher, qui avait été emprunté à l'époque au FRAC Bretagne, ainsi qu'une installation de Ilya Kabakov, toujours de la même provenance, du FRAC Bretagne, une installation qui s'appelle 52 entretiens dans la cuisine communautaire. Et donc dans cette exposition, il y avait cette œuvre, je ne retiens que celle-ci à vous présenter ce soir, une œuvre de François Curlet de 2003 qui s'appelle Publicité, et qui est une plaque émaillée qui a été tirée à 10 exemplaires. Donc c'est une plaque émaillée qui reprend le code graphique d'une chaîne de magasins belge, puisque Curlet vit en Belgique depuis déjà un certain nombre d'années, depuis 25 ans maintenant. Donc il a repris la ligne graphique d'un magasin qui s'appelle Derby, je crois, quelque chose comme ça, pour faire une plaque publicitaire à son nom. Et c'est même une plaque publicitaire puisqu'elle s'appelle Publicité. Et il y a même le nombre d'exemplaires, 10 exemplaires. Et c'était finalement pour lui la manière qu'il avait trouvé de financer son premier catalogue. Donc on a acheté une des plaques, ce qui lui a permis, avec 10 autres acquéreurs, de financer son premier catalogue.
Donc une sorte de multiple pour une cause, on va dire, tout à fait simple et économique. C'est un artiste qui aime bien jouer de la littéralité un petit peu, François Curlet. Et on a d'autres œuvres de lui, une autre grande œuvre de lui dans la collection. Après cette exposition, l'artiste éditeur, donc une monographie consacrée à Hugues Repp, un artiste né en 1964 et dont on avait à l'époque 2 œuvres dans la collection. Celle-ci, à savoir Feedback, donc c'est un terme qui est plutôt utilisé dans la musique électrique, à savoir quand on rapproche un peu trop un micro d'un ampli, il y a un effet Larsen. Bon, ben là, c'est un peu la même chose. Quand on approche une caméra d'un poste de télévision, il y a un effet feedback, donc une sorte de mise en abîme comme ça de l'espace. Donc il avait un petit peu utilisé ça pour comment dire, essayer de domestiquer cette sorte d'erreur un petit peu électronique comme ça. Et puis une autre œuvre qui est un diaporama, on appelait ça encore diaporama à l'époque, hein, rendez-vous compte, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps, de 80 images, à savoir 40 images où dans un espace ici au Frac Corse à Corté, la deuxième image, il y a un objet qui est apporté, la deuxième un second, la troisième un autre, etc., jusqu'à 40. Et puis ensuite, il les enlève les uns après les autres jusqu'à retourner au vide. Donc une sorte de remplissage et vidage de l'espace. Dans cette exposition, il avait beaucoup transformé les espaces des coopérateurs en tendant tout au long des murs un grand rouleau de papier blanc de plus de 2 mètres de haut, de manière à recouvrir l'ensemble des murs, surtout les murs en pierre. Et il s'est servi de ce mur pour présenter des œuvres derrière en nombre porté, pour découper dedans, etc. Et on a gardé de cette exposition une 3e œuvre qui est rentrée dans nos collections à l'issue de cette exposition, une œuvre qui s'appelle Toon, une sculpture en carton et en papier de couleur, avec un axe métallique qu'il a fait tenir debout et qui, vous le voyez, mesure à peu près 1,50 m de haut. Donc une sculpture en 2D, en 3D, en 2D et demi, j'ai envie de dire. Hein. Il y a vraiment un recto, un verso et une épaisseur. Ensuite, donc, on arrive à l'été 2005. On présentait une exposition qui s'intitulait « Paysages avec ou sans personnages ». Donc une exposition qui questionnait le paysage et qui essayait de prendre un petit peu en compte les différentes tendances, les différentes réponses que des artistes pouvaient poser à ces questions du paysage, des artistes de générations assez différentes, mais enfin majoritairement des artistes nés dans les années 60 quand même. Donc dans cette exposition était présenté par exemple ce grand tableau d'Yves Bélorgey qui date de 2000 et qui s'intitule « Préparation de la muraille de Chine en vue de son explosion », donc un grand format, 2,40 m par 2,40 m, travaillé, vous le voyez, à l'huile et à la glycéro, et réalisé d'après un montage photographique, c'est-à-dire avant de faire une peinture comme celle-ci, l'artiste se déplace sur le site, ici donc à Saint-Étienne, un grand immeuble que les Stéphanois surnommaient la muraille de Chine et qui allait, peu de temps après son repérage, être détruit. C'est le seul tableau, à ma connaissance, qu'il ait fait d'un immeuble qui allait être détruit. Il a beaucoup peint des immeubles modernes dans plein de villes du monde, en Amérique du Sud, en Géorgie, partout, dans plein d'endroits, dans des endroits précisément choisis par lui en amont, hein, sachant précisément quels immeubles il voulait aller voir et photographier avant de ramener ses photos à l'atelier et faire ce travail de restitution. Il y a une dimension assez étonnante dans cette œuvre, c'est-à-dire ça ressemble vraiment à quelque chose qui pourrait être mis près d'un chantier. Ici, prochainement, vous aurez cet immeuble, c'est-à-dire ça, les couleurs, la prise de vue, la perspective sont presque publicitaires. Et puis en même temps, bah, vous voyez, l'immeuble, il a commencé à être désossé. On a commencé à enlever les choses qui avaient été déjà rajoutées pour, au fil des années, le protéger par rapport à sa situation d'origine. Donc, il est presque dans sa situation d'origine. Il y a déjà des bouts de parement, vous voyez, au sol. Il y a un début d'une ruine. Mais finalement, peu de temps après, tout ça va être détruit et on ne se rappellera plus de rien. À l'époque, il enseignait, et c'est là que je l'avais connu, à l'École des Beaux-Arts de Lyon, et il avait invité tout un groupe de ses étudiants à venir filmer la destruction de cet immeuble avec plusieurs points de vue et plusieurs caméras. Et ce film fait aussi partie de nos collections, il nous l'a donné.
Dans cette exposition était également présentée cette œuvre vidéo de Bertrand Lamarche, donc un artiste né en 1966 à Nancy et qui vit à Paris. Cette vidéo s'appelle Autobrouillard. Vous le voyez, elle dure 36 minutes et c'est une vidéo qui finalement est faite à partir d'une maquette d'un quartier de la ville où il est né, de Nancy. Donc l'image qu'on voit, c'est une maquette filmée. Et effectivement, il y a un peu des mouvements de caméra, mais pas beaucoup. Et il y a surtout des mouvements de lumière. Enfin, et effectivement, le résultat de ce film, avec sa bande-son, est aussi quelque chose qui fait un peu penser à certains effets spéciaux un peu anciens, bien sûr, du cinéma, des effets qui n'étaient pas du tout numériques. C'est-à-dire finalement une approche un petit peu étonnante, un peu différente sans doute de l'univers urbain. Je signale que 2 autres films sont rentrés il y a très peu de temps de cet artiste dans nos collections. Dans la même exposition, ce paysage français de 1950 de David Renaud, donc un peintre dont on avait déjà vu, je crois, des œuvres, j'avais déjà dû vous en montrer, qui s'intéresse lui aussi beaucoup au paysage, mais à la manière dont des nouveaux outils, des nouvelles technologies permettent d'appréhender le paysage. Il est né en 65 à Grenoble et il a fait l'école des beaux-arts de Grenoble. Ses premiers travaux étaient des travaux de camouflage. Et il a eu une grande inondation de son atelier vers 98. Donc il a décidé de reprendre le camouflage, mais avec une maîtrise de la peinture qu'il avait sans doute acquise. Et donc là, pour faire ce tableau, il est parti des tenues de camouflage qui étaient portées par l'armée française en 1950. Donc c'est un paysage synthétique qui fait référence bien sûr à une époque. Lui-même est né un peu après, en 65, mais c'est un paysage synthétique et pas expressionniste du tout, puisque ça ressemble à de l'expressionnisme, mais c'est peint avec beaucoup de minutie, avec un petit pinceau. Il n'y a aucune épaisseur sur la toile. C'est d'ailleurs pas sur toile, c'est sur bois. C'est absolument lisse et sans épaisseur. Donc ça ressemble à de l'expressionnisme, mais c'en est pas du tout. Et c'est surtout un motif de camouflage. Et puis, dans la même exposition, il y avait aussi Daniel Schlier, donc un artiste né en 1960 en Alsace et qui est très connu pour ce type de travaux qu'il fait déjà depuis de nombreuses années, à savoir une peinture sous verre. Donc, il travaille finalement à l'opposé, à l'envers de la méthode habituelle du peintre, à savoir que la dernière touche du tableau devient ici la première. Et donc, tous ces gestes sont anticipés de telle sorte que tout se constitue comme ça à l'envers. Donc ici, vous voyez, il l'a appelé la montagne pense, et on a donc différents traitements et différentes manières de traiter les images de montagne, en couleur à droite, en noir et blanc à gauche, et puis il y a cette sorte de bulle comme ça, ou de phylactère qui émerge du paysage, où apparaissent des éléments autres, une sorte de crâne comme ça, et puis un élément traité avec des points bleus, là, comme ça. Donc c'est un tableau très, très mystérieux, mais finalement qui reprend une tradition locale, puisque au musée alsacien à Strasbourg, on voit par exemple beaucoup de peintures sous verre comme ça, notamment qui datent du XVIIIe, XIXe siècle. Il y avait aussi donc dans cette exposition Damien Mazières, un peu plus jeune artiste, lui qui était bordelais à l'époque, qui est né en 1975, très intéressé également par l'architecture et qui avait réalisé donc 2 tableaux, un de ces 2 le voici, et qui pouvait être présenté avec seulement l'éclairage d'une vidéo, c'est-à-dire en complément de ces tableaux un petit peu, on pourrait dire génériques, des images de périurbanité comme ça un petit peu standardisées. C'est le sous-titre du tableau qui fait que vous reconnaissez certainement le bâtiment qui nous est montré. Et finalement, pour accompagner, pour aller avec cette exploration des zones périurbaines, il avait aussi fait une vidéo dont la lumière était suffisante pour éclairer le tableau et pour donner une dimension vraiment assez étonnante au paysage. Et puis, toujours dans la même exposition, il y avait ce diptyque photographique de Walter Niedermeyer, un artiste autrichien, né en 1952, donc un peu plus âgé que les autres, et qui s'intitule Pian dei Fiaccioni, numéro 3, et qui date de 1994, une sorte de photographie de paysage monumentale, mais qui montre finalement peut-être les coulisses, entre guillemets, du paysage, et du paysage industrialisé et rendu pratique pour le tourisme de masse.
La plupart de ces œuvres, vous les verrez lors de l'exposition d'ouverture Paysages recommencés, puisque dans mon esprit, c'est un petit peu quelque chose sur lequel je me suis repenché pour imaginer l'exposition d'ouverture. Il n'y aura pas évidemment que ces œuvres, mais la plupart de celles-ci seront montrées avec d'autres, mais pas de la même façon, évidemment. Ensuite, de novembre 2005 à février 2006, une exposition sur le thème de la sculpture figurative. Une exposition qui s'appelait donc La tentation de la figure, qui était basée sur le fait que dans la collection, il y avait un certain nombre d'œuvres figuratives, de sculptures figuratives, et que finalement, à cette époque-là, il y avait, non, peut-être pas un engouement, mais en tout cas, beaucoup de gens regardaient à nouveau la sculpture figurative. Il y avait des artistes, notamment de l'hyperréalisme, qu'on voyait remonter. Je pense à Dune Hanson, je pense à Pat De Andrea. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui revenaient un petit peu, qui semblaient préoccuper les artistes et le milieu de l'art. Et puis surtout, cette exposition avait pu être réalisée parce que j'avais pu emprunter aussi des œuvres importantes, notamment au FRAC Aquitaine, à savoir une grande installation d'Olivier Blanquart, qui était en fait la mise en 3 dimensions d'une pochette de disque fameuse de Maurice Béjart, Messe pour un temps présent. Voilà, je cherchais le titre. Donc tout le monde se rappelle de ce disque, de cette pochette de disque où on voit des danseurs dans des positions bien précises, comme ça, et puis la musique qui accompagnait le ballet était aussi assez marquante. Enfin bon. Et donc cet artiste, il a eu l'idée de fabriquer en 3 dimensions les personnages qui sont sur la pochette sous la forme d'une sorte d'installation dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, mais voilà, et qui occupait une salle complète. Donc j'avais pu emprunter cette œuvre et puis d'autres œuvres aussi au FRAC Poitou-Charentes et au FRAC Pays de Loire, et en complément desquelles j'avais montré donc un certain nombre d'œuvres de nos collections, à savoir celle-ci, de Alexandre Gerban, un artiste d'origine roumaine né en 1948 qui vit à Paris et qui s'appelle Figure basaltique. C'est une sculpture en lave qui fait donc 1,70 m de haut et dont seulement le haut est travaillé ici de manière figurative, vous voyez. Donc c'est une sorte de bloc longiligne comme ça tout en hauteur, et il n'y a que la partie en haut qui est travaillée. À l'époque aussi, à Limoges, il y avait un artiste qui s'appelle Bernard Quegnaud qui vivait et travaillait ici. C'est plutôt quelqu'un qui dessine et qui fait de la peinture, mais là il s'était lancé un peu dans la sculpture, et donc on avait montré aussi cette œuvre, un type gelé. Donc c'est un peu le même principe que les œuvres de Seixas, à savoir du polystyrène taillé et puis recouvert de résine et peint. C'est entre la figure et le stalactite, ou l'iceberg un petit peu. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui continue à fonctionner. Et puis, il y avait aussi 3 œuvres d'un artiste que j'avais pu connaître dans ma carrière précédente lorsque je vivais à Lyon, qui s'appelait Henri Huguetto, donc un artiste né en 1941 et qui est décédé en 2011. Un artiste qu'on range habituellement dans la catégorie des artistes bruts. Et lui, son obsession, c'était de collectionner les mannequins et les œufs en plastique, les objets en plastique que vous voyez dessus. Là, c'est des œufs pour la plupart. Il y a aussi des épis de maïs, des cerises, enfin voilà. Et sur chaque œuf, il peignait des petites gouttes rouges, des petites gouttes de sang. Donc il a produit une quantité très importante d'œuvres comme ça dans sa vie. Et par ailleurs, il avait une collection de crucifix aussi. Voilà. Et puis, dans cette même exposition, il y avait aussi une sculpture de Wang Du, donc un artiste chinois installé à côté de Paris, un artiste né en 1956 et qui, avant de venir en France, avait fait ses études en Chine. Et donc ici, il s'agit là aussi d'une transposition d'une image photographique en 3 dimensions. Et cette image, c'est en fait une affiche qu'on voyait à peu près à l'époque, en 98-99, dans les pharmacies, et qui était donc une publicité pour un truc drainant. Et donc, il y avait une photographie avec comme ça un mannequin pris en contre-plongée, la tête coupée, parce que n'étant pas cadré tout simplement. Et donc l'artiste a repris littéralement en 3 dimensions cette image et l'a un petit peu agrandi bien sûr, parce que vous voyez, elle fait quand même 2,65 m de haut. Et finalement, ce qui était quelque chose d'un petit peu peut-être séduisant, enfin je sais pas quoi, est devenu véritablement, avec sa manière de travailler, tout à fait monstrueux. Donc cette exposition, La tentation de la figure, sculpture La tentation de la figure, a précédé celle de la monographie d'Alain Seixas,
qui s'est déroulé donc du 3 mars au 18 juin 2006 et qui s'appelait Insomnie. Seixas, donc je l'ai peut-être déjà dit, est né en 1955. Il n'a pas fait d'études aux Beaux-Arts. Lui, il était prof de dessin, prof d'art plastique dans un lycée dans l'est de la France, avant de se lancer comme artiste. Et puis donc pour cette exposition, on avait choisi de représenter et d'adapter un ensemble sculpté et animé qu'il avait réalisé quelques années avant, en 2002, et qui s'appelait Les Somnambules, à savoir 3 chats travaillés donc en résine, enfin en polystyrène, recouverts de résine et peints en blanc, hiératiques, somnambules, et qui circulaient sur des rails qui étaient installés dans les coopérateurs. Donc il y avait 2 circuits, un circuit pour la chatte et son amant qui la poursuivait, et un autre circuit pour le mari cocu qui lui était tout seul et tournait un peu en rond, voilà. Et puis au fond de chaque salle, il y avait un tableau de néon animé, c'est-à-dire un peu comme une sorte de rêve ou de cauchemar, si l'on veut. Chaque fond de salle, on trouvait ce type d'œuvre, et c'est celle-ci qui finalement est restée dans les collections, qui s'appelle Volatile. Donc un dessin animé au sens, un dessin de néon animé avec un petit programme, c'est-à-dire comme quand on se balade dans la ville, la croix verte de la pharmacie qui clignote, et bien voilà, le clignotement était là pour le dessin animé, une manière d'animer le dessin vraiment. Donc là, évidemment, vous avez le volatile dans la position avec les ailes vers le bas, et puis vous voyez le dessin, il n'est pas allumé, mais c'est les ailes levées qui s'allument, et puis les autres qui s'éteignent, c'est tout simple. Et c'était que des animations comme ça, très 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 simples. Et toute l'exposition baignait aussi dans la musique. Et il avait choisi donc de sonoriser son exposition en diffusant un morceau formidable de Morton Feldman, un artiste, un musicien très important qui était un voisin d'atelier de John Cage. Et ce morceau s'appelait Piano Three Hands, donc une œuvre pianistique jouée à 3 mains, ce qui n'est pas si courant. Je crois même que c'est peut-être unique. Voilà. Donc une exposition qui était vraiment assez formidable, où il avait vraiment pris en compte les espaces des coopérateurs qui étaient quand même tout à fait singuliers. Et là, j'en arrive à la dernière exposition que je voudrais évoquer avec vous ce soir, à savoir une exposition d'été qui s'appelait Nouvelle fabrique d'images et de sons, et où était présenté un ensemble d'œuvres de plutôt jeunes artistes d'origine assez diverses, d'artistes internationaux, qui étaient entrés dans les collections depuis en gros 2000, et où on trouvait des choses assez diverses et variées. Et je vais juste vous en montrer quelques-unes. Donc ici, une œuvre de Madeleine Berkheimer, une artiste hollandaise qui, elle, était née en 1973 et qui est décédée brutalement en 2019, et qui s'appelait Yellow. Donc elle était venue installer cette œuvre qu'on avait acquise quelques années avant dans les coopérateurs, donc vous reconnaissez les salles, et cette œuvre est entièrement donc constituée de bas synthétiques, d'éléments en plastique, de billes en verre, et qui se déploient dans l'espace comme ça, et qui s'accrochent au sol, au plafond, sur les côtés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se déploie dans l'espace de manière tout à fait étonnante. Il y a une œuvre d'elle permanente, si vos pas vous mènent jusqu'à Lourdes, à la bibliothèque de Lourdes. Il y a le 1% de la bibliothèque, c'est une œuvre de Madeleine Berkheimer, qui est dans l'espace aussi, et qui est rouge, comme ça, avec un peu le même principe. On avait montré aussi une œuvre de Guillaume Pinard, donc un artiste né en 1971, qui est une sorte de virtuose du dessin, et qui dessine de toutes les façons possibles et imaginables. Je pense que s'il était né au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il aurait pu rivaliser avec Boucher ou avec les plus grands dessinateurs. Mais il a eu aussi fait, à cette époque, donc, des dessins numériques. Il n'en a pas fait beaucoup, mais quelques-uns. Et on en a 2 dans la collection, dont celui-ci, Tentative de générique. Et il avait donc créé pour l'occasion un personnage qu'on aperçoit là avec sa torche et qui rentre dans cet espace nocturne. Et ce personnage, il l'avait surnommé Concon. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était quand même formidable. Il avait fait la une de Beaux-Arts Magazine. Et il était très très fier de lui parce que voilà.
Donc voilà, c'est ce personnage qui rentre dans cet espace nocturne, où visiblement ici il n'a pas la torche, il ne voit rien, et qui décèle plein d'éléments géométriques un peu partout. Et évidemment, ces éléments font penser à beaucoup de choses, c'est-à-dire bien sûr à l'art géométrique, à l'art minimal. Vous voyez les 2 boules sur la cheminée, par exemple, ça évoque une photo très très connue d'une artiste qui était proche du surréalisme. Les 4 blocs en bas à gauche font aussi penser à une sculpture un peu minimale. Le tableau qui est sur le mur fait aussi penser à un tableau minimal. Enfin, c'est un peu revoir toute cette époque et tout ce style, entre guillemets, de l'art minimal, avec peut-être des yeux un peu nouveaux, des yeux un peu différents. Il y avait aussi dans cette exposition 2 œuvres à l'époque d'Andreas Dobler, donc un artiste suisse né en 1963, avec cette œuvre qui s'appelle Krylonite, donc qui date de 98, et qui, vous le voyez, reprend un peu les codes de la perspective, mais de manière très accélérée. On pense plus aux jeux vidéo finalement qu'à la perspective, c'est-à-dire vraiment... et sur lequel il y a effectivement une espèce de forme informe, comme ça, une espèce de, je sais pas, de chewing-gum, d'algues, on ne sait pas trop, une espèce de blob, un peu rose et vert, enfin bon. Donc 2 approches totalement opposées finalement de la peinture qui finalement là cohabitent, et c'est sans doute peut-être la génération qui veut ça. Et puis ensuite, il y avait cette œuvre d'un artiste qui s'appelle Laurent Chambert, qui était passé par l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne et qui, en 2001, avait réalisé cette œuvre, à savoir superposer la page centrale du Monde sur la couverture de Libération du 11 septembre 2001. Donc la page du Monde, le Monde sortant la veille, évidemment, il y a un petit décalage, mais il y a aussi un décalage en termes de contenu. Hein. Tout d'un coup, la une, qui est quand même la chose la plus dramatique et qui a inauguré le XXIe siècle de façon quand même un peu incroyable, devient le fond de l'image, d'une image publicitaire pour France Télécom, où finalement votre e-potentiel va vous surprendre. C'est sûr que ça surprit tout le monde. Alors c'est pas un collage, c'est juste une superposition, c'est-à-dire que la double page du Monde est détourée dans sa partie arrière, de telle sorte que la une de Libé apparaisse en fond. Mais il n'y a pas de collage, les images ne sont pas soudées, elles sont juste posées sur une table et quand on les présente sous une vitrine. C'est un artiste qui, depuis d'ailleurs, a évolué et se consacre depuis pas mal d'années à ses premiers amours, à savoir la musique, la création musicale. C'est quelqu'un qui avait, avant de faire les Beaux-Arts, fait des études de musique. Et puis, on reparle de cette œuvre dont on a parlé samedi, cette œuvre de Fabrice Cottina, donc un des membres de la Galerie du Cartable, était présentée aussi pour la première fois. Donc Fabrice est né et vit à Châteauroux en 68, et il travaille ici à l'ENSA. Il est professeur surtout de vidéo et d'art numérique. Donc voilà, confusion, une installation, on appelle ça installation, c'est difficile de dire sculpture. C'est environnemental si l'on veut, bien que ce soit quand même un objet de grande dimension. Donc vous voyez une table avec des projecteurs, ça ressemble presque à une maquette de stade de foot, quoi, quelque chose comme ça, sur lequel on pose donc une matrice, donc une grande feuille de papier avec un dessin, et sur ce dessin, il y a un petit robot équipé d'un marqueur et de panneaux solaires qui va essayer de suivre le dessin, sauf que le robot, il n'est pas parfait. Donc quand il y a un angle droit, il n'y arrive pas. Donc il tourne en rond jusqu'à retrouver une ligne qui peut suivre. Et donc peu à peu, au bout de quelques heures, voire quelques jours, le dessin, le modèle va dégénérer, si l'on veut, va se modifier et va devenir quelquefois presque méconnaissable. Donc il y a un ensemble de 20 matrices qui sont tirées et qui sont recopiées par ce robot et qui font partie de l'œuvre. Et finalement, à chaque fois qu'un dessin est fait, il rentre dans la collection. Donc c'est une machine à dessiner qui recopie maladroitement des modèles. Et les modèles, ce sont surtout des dessins. Il y a pas mal de plans d'architecture, et il y a aussi des dessins de Léonard de Vinci, des dessins classiques. Enfin bon, il y a tout un ensemble choisi par Cottina.
Et pour terminer, et ce sera la dernière œuvre de ce soir, voici une œuvre donc de Giuseppe Gabellone, dont vous avez vu une photographie d'une sculpture dans l'espace de la ville éphémère du coup. Et là, c'est donc un travail un peu plus proche de nous, de 2003, qui s'appelle I Giapponesi, donc les japonaises ou japonais, qui est en mousse polyuréthane. Donc c'est une œuvre qui a été réalisée à partir là aussi d'un moule dans lequel l'artiste est venu diffuser cette mousse polyuréthane de manière à obtenir ce relief où on voit à la fois des spaghettis mais aussi des personnages et aussi des objets et les différentes parties de ce moule, c'est-à-dire finalement reprendre des techniques de moulage mais avec peut-être une subtilité, peut-être un léger déplacement, peut-être une manière de faire qui fait que le modèle de départ est évidemment un petit peu modifié. Je m'arrête là pour ce soir. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, il y a encore peut-être 5 ou 10 minutes où on peut échanger. Merci. Bonsoir.